France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce jeudi 6 février, la préfecture de police de Paris demande la radiation de 3 fonctionnaires qu'elle juge radicalisés. Craignez-vous une chasse aux sorcières? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. On en reparlera avec vous au 01 40 33 9000, mais également avec Audrey Pronesti, avec Céline Bory et Abdeslam Itache dans un instant. Le zapping, le meilleur et le pire de la télé et de la radio. Municipal tout à l'heure. Djeneba Diaby du côté de Neuilly-sur-Marne, candidate La République En Marche. Et pour terminer tout à l'heure, le quiz actu en fin d'émission. Soyez les bienvenus, c'est parti jusqu'à 18h. Ça s'appelle le Grand Forum et c'est évidemment sur France Maghreb 2. Le LGF, les amis, bienvenue à tous en ce jeudi. Nous sommes le 6 février. Je suis ravi de vous retrouver avec encore une fidèle équipe aujourd'hui. Audrey Pronesti qui se prend en photo. Voilà, tu es belle, t'inquiète pas. Mais même pas vrai quand même. Bonjour Audrey. Oui, bonjour à tous. Audrey Pronosti, toujours Pronosti. Ouais. Sérieux quand même. Ah bah non mais ça y est, ça se lâche, normal. C'est pas mal hein. Ouais, ça y est, c'est. Monsieur... Oui, Pronestyle. Abdeslam Itache, comment ça va? Bonjour Christophe, bonjour auditeurs, auditrices. La campagne se passe? Ça se passe, c'est intense. Bon, Céline Bory, comment ça se passe? Ça se passe très bien, je suis pas en compagne, mais tout va très bien. Journalistes toutes les deux. J'ai 2 journalistes sur le plateau aujourd'hui, Ouais. c'est magnifique. Yes. Est-ce que vous connaissez quelqu'un que l'on surnomme le jardinier alias Philippe Bouriaki? Bien Oui. sûr. Eh ben vous savez où il est encore? En manif. Où est-ce qu'il est Comment parti ça va mon Fifi? Comment ça va toute l'équipe? Bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices. Philippe. Fifi. Salut Philippe. Salut, Alors, salut. qu'est-ce que tu fais encore? T'es où Philippe? Alors pour la 9e journée de grande mobilisation générale, on est dans la rue avec des gilets jaunes, avec des étudiants, avec des profs, avec... Attends, ça bouge un petit peu. Ah qu'est-ce qui se passe Philippe? Il va nous faire du live en direct là, ça bouge. Ouais. Attendez. Allez sur la place du Grand Forum. Ouais. Alors jusqu'à présent tout se passait bien. Il y avait aucun souci, dans vraiment une très bonne ambiance pendant le cortège. On est en tout début de cortège, on est remonté en début de cortège avec les gilets jaunes, avec les antifas. Et il y a eu juste à un moment donné de tension à angle Oberkampf et boulevard Voltaire lorsque les premiers de cortège ont aperçu les voltigeurs, la brave présente en force, et donc ils ont demandé à ce qu'ils dégagent du périmètre, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ils sont partis, et puis la manifestation a pu reprendre, et là ça y est, ça reprend. Il y a eu juste une micro-pause, un petit mouvement de tension, mais les gens sont toujours aussi déterminés. Ah, il y a mon copain, il est là mon pote. Vous vous rappelez le commissaire qui m'a demandé C'est un truc de fou, c'est Philippe. Non mais ouais, c'est Philippe Bouriaki quoi. Hein Philippe, est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui? Ah, franchement, vraiment, il y a du monde. Alors, vous dire le chiffre exact, c'est un petit peu compliqué parce que moi, je suis en tout début de cortège et donc on va arriver sur la nation et donc à ce moment-là, on pourra un petit peu plus voir ce qu'il y avait. Mais en tout cas, quand je suis arrivé à Gare de l'Est pour arriver en tête de cortège, j'ai mis plus de 45 minutes en prenant des rues parallèles. Donc oui, il y a du monde aujourd'hui. Bon, eh ben c'est parfait mon Fifi, fais attention à toi évidemment, hein, toujours bien entendu, c'est très important. Et vous pouvez voir donc le direct sur la page Christophe le Grand Forum. C'est ça, le live depuis tout à l'heure. Nous sommes, ça fait 1h47 de live depuis tout à l'heure et on va pas arrêter. Et par contre la tension commence à... Là, on sent de la tension lorsqu'on approche. Bah ils commencent peut-être à avoir froid les policiers, donc ils veulent rentrer en fait, c'est ça? Ouais, dès qu'on approche de nation, ça commence à se tendre. Alors que jusqu'à présent, ça se passait super bien. Il y a eu plusieurs fois des coups. Et voilà, les manifestants commencent à se demander des slogans. Tout le monde déteste la police. Les PUTE à Macron, etc., etc. À tout à l'heure, on se voit tout à l'heure. Salut mon Philippe. Philippe. Bon, bah voilà, mon Philippe Bouriaki, toujours au top, hein, bien entendu, sur France Maghreb 2, en direct, vous allez voir donc ce qui se passe, cette manifestation, 9e journée. Et ben, pour autant, je veux dire, ça n'a pas l'air d'inquiéter l'exécutif, hein, Abdeslam? Écoute, ils sont droit dans leurs bottes, ils continuent la mesure, ils continuent à maintenir la mesure. Ensuite, on pourra peut-être parler tout à l'heure de tous les amendements. 20 000 amendements. 22 000. 22 000 dont amendements. 19 000 par la France Insoumise. Oui, mais enfin, c'est surtout des points, des virgules qui manquent dans les textes. Donc, non, mais c'est clair, c'est affiché, de tout bloquer. Absolument. Mais ils veulent absolument que ça passe par un 49.3, justement pour pas avoir
avoir à débloquer tout ça et on sait combien le 49.3 est impopulaire. Valls l'a souvent employé à tour de bras. Donc je pense pas qu'en matière de communication ce soit la meilleure chose. C'est quoi? On m'a Ils vont apporté peut-être quand même réfléchir à deux fois. Hein. on m'a apporté un bro de café. C'est quoi le truc? On veut pas empêcher de dormir cette nuit ou? Non, mais c'est parce qu'on a été gentils. Voilà. On dirait, tu sais, les trucs de coca chez McDo là, tu sais, les trucs de café. Ouais. Bon, Abdeslam, t'es pas venu tout seul. Présente-nous qui est avec toi aujourd'hui. Eh ben, je vais juste te donner son nom et son prénom. C'est Yannick Owona et je vais le laisser se présenter. Bonjour Yannick. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2, comment ça va? Merci bien, vraiment super sympa pour l'invitation, merci. Avec plaisir. Merci bien. Alors, dans un instant, nous aurons au téléphone un policier qui a quelques soucis puisqu'il a été exclu un peu de manière temporaire de la police. C'est un peu une grande gueule de la police à l'image de Alexandre Langlois qu'on avait reçu ici dans nos studios. C'est Noam Anwar qui sera avec nous dans un instant pour donner son avis sur le sujet que l'on va traiter ensemble. Un sujet difficile et assez inédit puisque la préfecture de police de Paris demande la radiation de 3 fonctionnaires qu'elle juge radicalisés. Est-ce qu'il faut craindre selon vous une chasse aux sorcières? C'est la question que l'on vous pose. Et évidemment, sans nul doute, vous êtes majoritairement à dire oui, bien sûr, sur Facebook pour voter, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2, en nous appelant au 01 40 33 9000. Je crois, chère Céline, que c'est une première à la préfecture de police de Paris. Oui, c'est ce que j'ai pu lire, c'est une première. Après, on sait très bien que c'était quelque chose qui menaçait déjà depuis plusieurs mois. Moi, ce qui me choque dans cette affaire, en fait, c'est qu'on sème le doute sur le fait que l'histoire qui s'est passée de Michael Harpon il y a quelques mois et des drames qui s'est passé à la préfecture de police de Paris, on sème le doute alors que le fait que Michael Harpon était un radicalisé a été écarté. On en avait débattu ici dans le studio. Il semblerait qu'il était atteint de troubles psychiatriques, qu'il était en conflit avec sa hiérarchie, et les médias ont eu beaucoup plus de facilité à poser le nom de terroriste, de radicalisé, d'islamiste sur le nom de Michael Harpon. En revanche, l'information comme quoi finalement, au vu de l'enquête, un mois après, il s'avérait qu'il n'a pas été spécifiquement radicalisé et que c'était un individu qui a pété un plomb. Ça a été beaucoup moins médiatisé. Donc là aujourd'hui, en nous ressortant ces affaires de radicalisation dans la police et à la préfecture de Paris, on ne clarifie pas cette histoire en fait. On laisse encore planer le doute. Il y a une deuxième chose qui m'interpelle sur ces 3 policiers interpellés, c'est notamment le cas de la jeune femme, qui risque la révocation. C'est le cas de la jeune femme puisqu'il y a une jeune femme et 2 jeunes hommes. La jeune femme en question, pour laquelle une révocation a été demandée, est accusée d'avoir posté des tweets pro-palestiniens. Exact, c'est hallucinant. On n'est pas dans le cas de propos religieux, loin de là. Cette jeune femme est accusée en 2014 d'avoir commenté un tweet sur lequel elle disait que un tweet donc par rapport aux agissements d'Israël, dans lequel elle accusait Israël de tuer des enfants palestiniens, et elle a été accusée dans un tweet propre où elle disait de soutenir le Hamas. Elle a été accusée de soutenir le Hamas, dans lequel il me semble, elle accusait la politique israélienne. On l'a aussi accusée d'être contre les soldats américains et les soldats israéliens. En quoi c'est une position religieuse? En quoi le fait d'être antisioniste et de critiquer la politique israélienne ou de soutenir la Palestine, puisque dans un de ses tweets elle dit Palestine vivra, Palestine vaincra. En quoi est-ce que cela a à voir avec de l'islamisme? Le problème de cette jeune fille, en fait, c'est qu'à mon sens, c'est comme ça que je l'interprète, c'est qu'elle est d'origine, cette jeune femme, pardon, parce que pas cette jeune fille, et puis elle a 44 ans, donc c'est une femme, pardon, excusez-moi pour moi. Ouais. C'est gentil, moi j'ai un petit peu moins, donc non, le problème je de suis cette un jeune femme, homme, merci. c'est qu'elle est d'origine maghrébine, ouais. Qu'elle a été dénoncée par des collègues qui me semblent sont profondément racistes, que cette histoire où elle a été dénoncée en 2014 avait été classée sans suite, parce que le fait d'être pro-palestinien ou antisioniste n'est en aucun cas ne légitime en aucun cas une radiation ou un danger quelconque, et qu'aujourd'hui on sort ça de sous les tapis pour évoquer cette jeune femme. Sauf que visiblement, dans ce que j'ai lu, c'est un article du Point, il y a un de ses collègues qui est clairement raciste, clairement proche de l'extrême droite, qui depuis des années tient des propos racistes explicites sur les réseaux et qui lui n'a pas été inquiété pour ses propos. Donc derrière, on peut justifier le fait que certains policiers soient révoqués si effectivement le terme de radicalisation est avéré. Là, en l'occurrence, ce cas-là, moi, me terrifie.
parce que demain tout le monde peut être assimilé. Donc oui, tu crains la chasse aux sorcières. Donc bien sûr. Voilà. Alors effectivement, cela fait écho, Audrey, à ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris. On se souvient, dans les premiers temps, on avait parlé d'un acte terroriste, puis après on a revu un peu la copie parce qu'on s'est aperçu après enquête que finalement non, ce n'était pas un acte terroriste en tant que tel. On se souvient que Adama Traoré d'ailleurs a été monté en épingle parce que lui dès le début il disait non, c'est pas un attentat terroriste. Bon, il se trouve que ça lui a donné raison une semaine après. Maladroit quand même. Oui, non mais d'accord. Oui, maladroit dans la com, mais là, sur le fond, c'est pas le sujet, mais juste pour revenir sur ce que disait Céline, là c'est très important. Le cas de cette femme là. Bon, évidemment, je te rejoins sur le fait qu'elle soit d'origine maghrébine, ça l'a pas franchement aidé. Mais ce genre de choses, dans tous les cas de figure, si exemple, regarde Mickaël. Il n'était pas forcément d'origine maghrébine. Mickaël Harpon. Il était converti. Il était converti. Musulman. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'après, quelle que soit l'origine, il suffit que il y ait un bruit de couloir qui circule sur une personne qui aurait des appétences, quelles qu'elles soient par rapport à la religion musulmane. Après, ça peut malheureusement effectivement être sujet à doute, sujet à confusion. Et c'est là où je rejoins complètement ce que disait Céline. C'est super grave. Ça veut dire quoi aujourd'hui? On n'a pas le droit de soutenir la cause palestinienne au risque d'être jugé radical. Non mais c'est super grave. Donc moi aussi j'étais super choquée par rapport à ce cas-là. Et puis oui, ce que tu disais par rapport à l'information, traitement de l'information, la désinformation, en fait. Exactement, parce que moi je l'avais juste vu dans mon entourage, j'en discutais. Pourtant c'est des gens quand même qui cherchent à s'intéresser à l'actualité. Quand je leur ai expliqué que la culpabilité, en tout cas concernant le terrorisme, en tout cas par rapport à Mickaël Harpon, ça ne s'était pas avéré. On m'a regardé d'un air de dire mais t'es sûr de ce que tu racontes? En fait, il y a une surmédiatisation de certaines polémiques et une sous-médiatisation de certaines vérités. Exact. Et c'est là tout le travail des journalistes et le problème des médias mainstream, c'est qu'ils participent à cette désinformation aujourd'hui. Et pour en revenir à ce qu'on disait sur ces problèmes de radicalisation, en tout cas supposé, on est en période électorale. Ben oui. Les problèmes, et on le voit, les problèmes, l'islamisme, la laïcité, l'islamisme radical, ce sont des choses qui reviennent de toute façon de manière récurrente à chaque période électorale. Et là, on est en plein dedans. Abdeslam Itache, sur cette affaire en question, donc 3 fonctionnaires qui vont être radiés ou qui ont été radiés de la préfecture de police, c'est une première. Hein, donc et encore une fois, ça fait écho à cet acte qui s'est déroulé donc à la préfecture de police de Paris. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors tout d'abord, moi je pense qu'il s'agit là d'une corporation très fermée qui est dans l'entre-soi, jugée par ses pairs de façon non objective. Moi me pose problème au regard de ce qu'a dénoncé Céline, en tout cas sur les prétextes qui ont été avancés, à savoir un tweet sur la Palestine. Ça veut dire là on voit bien qu'on est en train d'amalgamer le combat d'un peuple qui aspire justement à exister dans une terre qui lui appartenait et du coup on en fait un crime. Et pour le coup, à côté de ça, on se retrouve avec des collègues qui sont d'une grande malveillance pour des intérêts, stratégiques de carrière, en se disant elle, on va lui barrer la route, c'est pas dur, on va la criminaliser en la faisant passer pour une islamiste, terroriste. Parce que ça peut être aussi du racisme basique. Mais bien évidemment. Mais alors au terme, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec une corporation qui est foncièrement raciste parce que toutes les personnes qui combattent de l'intérieur ces suppositions racistes sont évincées ou vont devenir de moins en moins nombreux, ou on va avoir tendance à se taire. Et ça, moi, ça me pose vraiment problème. Yannick, qu'en pense-t-il? Il écoute un petit peu le débat là. Qu'en pense Yannick? Moi, je pense tout simplement qu'on reste quand même dans un pays de liberté et qu'il n'est pas interdit à tout à chacun de pouvoir pratiquer sa religion ou une autre religion, et que je pense qu'à un moment donné, c'est un débat qui est tout à fait stérile. Qu'on en fasse une chasse aux sorcières, je trouve ça inadmissible, parce que je pense qu'on n'a pas à juger le choix de tout un chacun, pour ma part. Très bien. Alors, on va recevoir Noam Anouar dans un instant, messieurs dames, qui va nous donner aussi son point de vue. Je crois d'ailleurs qu'il est avec nous. Bonsoir, monsieur Noam Anouar. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous êtes toujours délégué général de Synergie Police? Vigipolice, pardon. Vigie, pardon. Autant pour moi. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, non, vous avez tout à fait raison. Pardon de mon erreur. Bon. Je vous en prie. Alors,
Qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il y a 2 jours, il y a 3 jours, vous avez eu quelques soucis. Quelques soucis, est-ce que vous faites allusion à ma comparution au conseil de discipline? Ah bah évidemment, oui. évidemment. Oui, bah écoutez, c'est effectivement dans l'ordre des choses, puisque c'était une convocation qui datait de quelques mois, que j'avais fait repousser, et effectivement, cette fois, le renvoi avait été rejeté, donc j'y suis allé, je me suis présenté face à la commission, et j'y ai fait face, et donc j'ai... Qu'est-ce qu'on vous reproche? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement? Pourquoi vous avez été convoqué? Écoutez, c'est principalement en raison du discours offensif, j'ai envie de dire, sur les conditions de travail des policiers, sur la politique de sécurité gouvernementale, ouais. Et mais c'est principalement en raison du discours, voilà. D'accord. Donc on vous reproche d'être une grande gueule dans la police, quoi, c'est ça? Écoutez, de pas suivre en tout cas le sens du vent, oui, effectivement. Oui. Alors votre avis nous intéresse parce que nous sommes en train de parler, d'évoquer, de traiter ce sujet que l'on a mis à la une aujourd'hui, à savoir que 3 fonctionnaires vont être radiés de la préfecture de police de Paris pour des soupçons de radicalisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Noah Manoir? Alors, si effectivement ce sont des cas dont j'ai connaissance, il y a une fonctionnaire qui a dû comparaître hier après-midi. Et effectivement, moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants de ce qu'il y a dans les dossiers, mais si c'est le dossier auquel je fais allusion, effectivement, il s'agit pour l'une d'elles en tout cas, de retweet. Donc, c'est une femme qui a retweeté vraisemblablement sur Facebook, en tout cas, qui a partagé des tweets pro-palestiniens pendant l'été 2014. Oui, donc on n'hésite pas à aller fouiller au fin fond des poubelles comme on l'a fait pour d'autres personnes, d'accord? Voilà, donc globalement, alors il y a un excellent article du Point hier qui fait la comparaison justement entre les retweets qui ont été reprochés à cette femme et des propos qui ont été tenus par un adjoint administratif qui est affecté en Seine-et-Marne et qui sont des propos d'extrême droite. Donc vraisemblablement, l'article fait l'analyse entre la différence de comportement et de répression de la part des autorités envers quelqu'un qui a fait simplement qui a fait 2 retweets favorable à la cause palestinienne et une personne qui fait l'apologie des idées d'extrême droite. Attendez, monsieur Adouard, que je comprenne bien. Quand vous êtes d'extrême droite, tout va bien. A priori, la répression n'est pas spécialement au rendez-vous. Par contre, dès lors que vous faites allusion à quelque chose qui touche à cette question sensible, qui est l'islam ou la cause pro-palestinienne, effectivement, là, l'administration sort tout de suite le bazooka. Donc, surtout que ça a absolument rien à voir. Je veux dire, il faut expliquer quand même aux gens. Il y a une différence à faire entre quelqu'un effectivement qui pourrait, parce que ça existe, être en voie de radicalisation, qui change un peu de comportement, qui se met à changer d'habitude, qui se met à suivre des comptes un peu particuliers. D'accord. Là, on est en train de nous dire aujourd'hui à l'antenne que on est en train de vouloir radier quelqu'un parce que elle a eu non pas des propos antisémites, mais des retweets en faveur de la cause palestinienne, qui est quand même un problème politique. Et il n'y a rien de religieux en tout cas à faire dans cette histoire. Je crois que c'est surtout contextuel, c'est-à-dire que même si les faits datent de l'été 2014, on est quand même dans un contexte postérieur à l'attaque de la préfecture de police, et je pense que l'État a envie d'envoyer un signal tout simplement concernant la neutralité des services publics, et vraisemblablement il fait pas très bon montrer en tout cas que l'on est adepte de l'islam, de la religion musulmane, de tout ce qui s'y rapporte. Vous imaginez bien que je fais allusion à l'affaire Michael Harpon et que donc naturellement l'État et les services de l'État ne prendront aucun risque concernant l'habilitation des fonctionnaires. Et hier, ils se sont pas allés de main morte puisqu'ils ont demandé la révocation de toutes ces personnes. Et effectivement, c'est des personnes qui se retrouvent au chômage. Vous voyez, donc c'est. À ce compte-là, il y en a beaucoup qui risquent d'être touchés, des fonctionnaires de confession musulmane ou pas d'ailleurs, qui s'intéressent à cette cause palestinienne. Donc on risque d'aller chercher dans les poubelles de Twitter et de Facebook, comme on a fait d'ailleurs pour la jeune artiste Ménel, et de leur sortir et de leur dire vous ne correspondez plus, vous êtes en voie de radicalisation. Mais on n'est plus dans le sérieux là, ça devient ridicule. Écoutez, ça c'est effectivement un jugement qui vous est propre. Moi, je suis. Oui, je l'assume parfaitement d'ailleurs. Je peux l'approuver, mais je veux dire, moi, à mon avis, je pense, ne préoccupe pas beaucoup les autorités du ministère de l'Intérieur. Mais effectivement, on est peut-être dans une forme de dérive qui effectivement peut s'avérer être inquiétante. Maintenant, si je peux me permettre de tenir un propos qui peut
paraître pour le moins surprenant, c'est que moi-même, vous savez, j'ai été en comparution hier, notamment par rapport au fait que j'avais communiqué avec les médias sur un texte islamophobe que j'avais retrouvé dans une boîte mail professionnelle, qui était une boîte mail collective des gradés du centre de rétention. Donc il y a une boîte mail qui est utilisée par l'ensemble des gradés de la police aux frontières 77, et j'avais trouvé un texte qui appelait en gros au meurtre des musulmans. Et quand j'ai effectivement fait la diffusion de ce texte et que j'ai saisi les autorités compétentes, donc je me suis fait lyncher et broyer administrativement par la machine, tout simplement, la machine police qui admet assez peu la critique, en tout cas incontrôlée. Et j'ai absolument reçu aucun soutien de la part de ce qu'on va appeler les dignitaires musulmans, c'est-à-dire les personnes, que ce soit du CFCM, des associations, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire que je les ai sollicitées et tout le monde m'a tourné le dos. C'est-à-dire qu'il y a une forme de lâcheté collective de la part des dignitaires musulmans. Vous pouvez le dire, c'est de la lâcheté, mais ils se sont fait déjà remarquer à plusieurs reprises. Dans ce domaine, ils sont très puissants en matière de lâcheté, il n'y a pas de problème. Mais Noam Anwar... écoutez, hier j'ai organisé un rassemblement de protestation sur cette cause-là et j'ai été défendu par des gilets jaunes. C'est le député de la Somme, François Ruffin, qui a fait le déplacement depuis Amiens pour me soutenir face à la commission paritaire. Et tous les membres de ces associations, toutes les personnes qu'on voit dans les médias, j'ai sollicité un certain nombre d'entre elles, m'ont tourné le dos. Donc pour les plus polis, c'était une contrainte de planning, je suis très occupé, j'ai plein de choses à faire. Et puis pour d'autres, c'était une absence de réponse totale en fait. Et donc, écoutez, ces fonctionnaires, moi j'ai la chance d'être une personne médiatique, donc d'avoir pu bénéficier du soutien de pas mal de manifestants, qui étaient principalement des manifestants gilets jaunes, qui n'étaient pas du tout des personnes impliquées dans la communauté maghrébine, musulmane, donc c'était des personnes neutres, souvent des personnes qui venaient de province, qui avaient fait le déplacement spécialement. Écoutez, le 93 était à côté, c'est à 5 stations de la préfecture de police, et je n'ai eu personne de la communauté musulmane, si ce n'est des personnes qui m'ont insulté copieusement sur Internet, c'est des personnes originaires de banlieue qui disaient sale traître, c'est bien fait pour toi, espèce de harki, tu travailles pour la police et tu mérites ce qui t'arrive parce que de toute façon t'es un arabe et on est bien content de ce qui t'arrive, t'aurais jamais dû accepter de travailler avec la police. Voilà, aujourd'hui la mentalité des gens de la communauté maghrébine, c'est celle-ci, c'est-à-dire que c'est l'abandon, la lâcheté, la haine, et on va dire à 90%. Après vous avez 10% peut-être de personnes qui vont être compréhensives, etc., mais qui sont des personnes parfois un peu réservées, parce que vous savez aujourd'hui manifester du soutien de façon explicite et nominative, ça suscite la crainte, c'est-à-dire que les gens ont peur. Mais par contre, pour m'insulter, me traiter de traître, etc., parce que je suis policier, et donc ça concerne aussi mes collègues qui ont été sanctionnés, les gens s'en réjouissent en fait dans la communauté musulmane. Voilà. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Oui, Céline. Noam, est-ce que je peux vous poser une question? La question est de savoir ce manque de soutien de certains membres de la communauté maghrébine ou musulmane au sens général à l'égard de certains policiers issus de la diversité, de l'immigration ou de la communauté musulmane. Est-ce que c'est une question que je pose, n'est-elle pas liée au fait lorsqu'il y a des exactions racistes, notamment j'entends par certains policiers, et pas tous, il n'y a pas une espèce de silence complice, notamment, y compris d'autres policiers qui peut-être par peur ne témoignent pas contre leur hiérarchie, mais qui assistent à des dérives et qui se taisent, ne les dénoncent pas. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a aussi un lien par rapport à ça? Moi, j'ai toujours été, depuis le premier jour de mon engagement, contre la responsabilité collective. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des individus qui composent le corps policier, l'institution policière. Et après, parmi ces individus, il y a des policiers d'origine maghrébine, africaine, etc. Et donc, il n'y a pas de comportement, collectif. C'est-à-dire que si effectivement il y a des personnes qui sont dans la dérive, vous savez, il y a une omerta de toute façon dans l'institution et c'est extrêmement difficile d'obtenir des témoignages. Mais ça signifie pas justement, vous savez, comme je disais, dans la communauté maghrébine, on peut souligner l'absence de soutien. Donc il y a des gens qui sont passifs, mais également des gens qui sont actifs dans l'autre sens, c'est-à-dire qui considèrent qu'un policier, qu'un militaire, qu'un gendarme, qu'un douanier d'origine maghrébine est un traître à la cause entre guillemets communautaire. Oui. Il y a un vrai tabou autour de ça. C'est-à-dire que moi, quand je suis insulté sur Internet, allez, on va dire dans
20% des cas, ce sont des personnes d'extrême droite qui disent bah ça y est, il y a des bougnoules dans la police, ils nous ont infiltrés, et 80% de gens d'origine maghrébine qui disent c'est un traître, c'est un policier. Noam, je vous propose, parce que là le temps malheureusement passe très vite. Oui, je vous propose de venir en studio. Hein. On va en parler ensemble ici en direct. On va essayer de davantage médiatiser. Vous savez que le Grand Forum c'est extrêmement écouté, donc on va organiser ça, hein, Audrey. On va organiser une venue de Noam Anouar ici dans le studio, et on va aussi faire, parce que c'est important, notre autocritique aussi, parce qu'elle est importante. Vous parliez des responsables de la communauté. Il n'y a pas de problème, je vous suis. Et on va essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Si vous le voulez bien, en tout cas, Noam Anouar, je vous invite avec grand plaisir, et vous remercie en tout cas d'avoir répondu à notre question. Juste en 10 secondes, qu'est-ce qui va se passer pour vous là concrètement dans les quelques mois à venir? Alors, le Conseil de discipline a proposé mon exclusion, ma suspension en tout cas pour 6 mois de l'institution policière, assortie de 18 mois avec sursis. C'est-à-dire que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais. Donc, si je tiens des propos jugés inopportuns par les responsables de l'institution policière, j'ai 18 mois de suspension qui m'attendent, et donc j'ai 6 mois de façon certaine qui vont survenir dans les prochains mois. Voilà. Et ça fait penser d'ailleurs à notre ami qu'on avait reçu ici, Alexandre Langlois. Tout à fait. Merci beaucoup Noam Anouar d'avoir répondu à nos questions, et je vous invite très officiellement dans nos studios, cher Noam. D'accord? À très bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Voilà, il sera avec nous parce que on a aussi besoin de faire notre autocritique quand même. Quelque part, on est un peu schizophrène de temps en temps. Oui, et puis bon, dans la vie, personne n'est blanc, personne n'est noir. Voilà, ce côté manique. Si, il y a des blancs, il y a des noirs. Non, mais bon, vous m'avez compris. Non, je savais en plus que vous alliez relever là-dessus. Voilà. Là, c'est la pub. Voilà. Donc je me coupe, et dans un instant, on continue d'en parler. J'aimerais bien avoir 2-3 appels quand même là-dessus. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler sur France Maghreb 2. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, le Grand Forum. Je suis effaré, hein, franchement, quand j'entends le témoignage de Noam dans cette affaire. Je rappelle que nous parlons de ces 3 personnes qui ont été radiées, hein, ça y est. C'est en cours, hein. C'est en cours. Il pourrait, dans le dernier article que radiés, j'ai vu, il pourrait être radié. Des fonctionnaires de la préfecture de police, Tout à messieurs dames. Vous avez entendu comme nous, Noam nous l'a confirmé, Noam Anouar, qui est syndicaliste, qui est délégué général de Vigie, voilà. J'ai un truc dans la tête, j'ai du mal à m'en défaire. À ne pas confondre avec Alliance. Non, pas la même chose. Arrête. Non, mais elle a raison de le rappeler comme ça, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc Vigipolice, et qui lui a été suspendu pour avoir pas clairement été une grande gueule dans la police. Vous savez qu'il fait pas bon dénoncer des choses, donc quand on fait partie de cette institution. Et il nous disait donc que parmi les 3 fonctionnaires qui sont en cours de radiation, parce qu'elle a retweeté des choses en 2014. Alors il y a eu un retweet effectivement d'un tweet pro-pal, et un deuxième tweet pro-palestinien, et d'un deuxième tweet, il se moque de moi, et d'un deuxième tweet qui était par contre de sa main. Voilà, absolument. Donc pour avoir parlé de la Palestine, quoi, messieurs dames. On est en France en 2020. Voilà, tout va bien. On est avec. Et pour avoir critiqué Israël surtout. Oui, critiquer, pas insulter, je veux dire. Non, elle a critiqué politiquement Israël. Oui. Voilà, on n'a plus le droit. Bon, il faut le dire, les gars, parce que là, on va tous être fichés, en fait. Voilà. D'ailleurs, tu dis quelque chose de très intéressant, c'est sur quel critère. Alors, si je critique la Hongrie, je risque d'être... C'est bon, t'es tranquille. Bon, ça, la Pologne... Non, mais tu sais très bien que ça passe. La Lituanie. Pas de problème. Maintenant, c'est savoir... L'Israël. Ah non, t'as pas le droit. Non, mais sur quels critères on détermine quelqu'un de radicalisé? Et ça, je pense, c'est le fond du problème. Et après, effectivement, si on est sur le point de perdre son travail à cause de signalement abusif, là oui, ça me choque. C'est le problème des dénonciations en fait. C'est-à-dire ça nous rappelle une période sombre de l'histoire. Exactement. Et on en parlait en off avec Audrey. Ouais. Beaucoup de personnes vous parlez beaucoup toutes les deux, je trouve. N'est-ce pas, on se dit plein de petits secrets. Après la suite à l'état d'urgence, beaucoup de personnes ont été assignées à résidence et ont eu des conséquences très importantes, dramatiques dans leur vie. Les familles abîmées. Sur dénonciation en fait. Ouais, alors il y en a certains qui vont dire oui, mais alors il y avait le contexte, il y avait la psychose, mais oui, mais justement la psychose et l'émotion n'est pas bonne conseillère. D'accord, mais clairement. est-ce que ça justifie d'aller chez quelqu'un de défoncer sa porte, justifie pas. De créer la terreur devant des gamins? Ça justifie ça? Non, ça ne justifie pas. Et donc, quand on va chez les gens, on a un minimum de comment dirais-je, d'éléments
qui permet de définir si effectivement la personne est coupable ou pas. Et surtout, au-delà de défoncer des portes, c'est-à-dire qu'une fois qu'après on exige des gens qui soient assignés à des résidences pendant plusieurs mois, avec tout ce que ça peut engendrer d'un point de vue professionnel et familial, on s'assure à ce moment-là qu'il y ait vraiment un risque pour le reste de la société. Et ben donc justement, on en revient à ce que je disais, c'est tout le fond du problème, c'est de savoir sur comment on va déterminer qui est radical ou pas, et surtout ne pas essayer de se mélanger avec l'émotion, voilà, qui est la psychose. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, beaucoup de stigmatisation, et voilà, on est en plein dedans là. Donc la question est vraiment bien posée aujourd'hui, hein. Assiste-t-on, craignez-vous cette chasse aux sorcières, messieurs dames? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Vous me trouvez peut-être un petit peu énergique aujourd'hui. On m'a avant l'émission, je sais pas si c'est voulu, mis un gros bol de café. Bah voilà, mais c'est ça, c'est le café. C'est la caféine évidemment qui est en temps. On ne tient plus Christophe là. On va tout de suite du côté du standard au 01 40 33 9000. Je crois qu'on va à Neuilly-sur-Marne. Ça tombe bien, on y sera tout à l'heure avec une candidate En Marche qui sera avec nous aujourd'hui dans l'entretien d'admission pour les municipales. Bonjour cher monsieur, quel est votre prénom? Rappelez-moi. Allô? Bon, apparemment il est parti, donc on va aller du côté de Metz où on a Linda qui est avec nous. Bonjour Malinda. Bonjour. Comment ça va Malinda? Bonjour à tous. Très bien, merci. Alors, Linda. Très bien, tout est relatif, parce que là, ce que j'entends, moi, ça me retourne l'estomac. Ah bah oui, il y a de quoi. Pour faire très court, moi je pratique le droit et j'ai fait du droit parce que le droit français, à mes yeux, était un droit complet, un droit équitable, un droit juste. Et là, quand j'entends ça, j'ai vraiment peur. J'ai peur pour l'avenir. Une chasse aux sorcières, je pense que c'est ce qui se profile pour nous. Nous sommes tous, dès lors que nous sommes issus de l'immigration, malheureusement, c'est terrible, hein, on n'est pas français. On est issus de l'immigration aujourd'hui. Oula, bah, ça commence la chasse aux sorcières, on vous perd, Linda. Voilà, ça y est, ça commence. Voilà, ça y est, ça bug. Voilà, vous avez trop dit. Voilà, vous êtes censuré, Linda. Ah, vous avez dit le mot qu'il fallait pas dire. Voilà. Hein, issu de l'immigration. Non mais c'est un truc de fou. Linda, rassurez-moi, vous êtes là. Eh ben voilà. Non. Eh ben voilà. Le standard est infiltré par les RG, messieurs dames. Attention, hein. Bon, on rigole plus. Non mais Yannick, quand tu entends ça, évidemment, il y a de quoi quand même être un peu inquiet, quand même. Sérieusement, on peut se reprendre 5 minutes quand même. C'est quand même pire que ça, parce que on ne se rend pas compte, mais on est en train de rentrer dans le plein banlieue 13. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Banlieue 13. Et en fait, ce qui est très inquiétant et dommage que l'auditrice a raccroché le téléphone. Ah bah c'est pas elle, la pauvre. Je pense que c'est le réseau ou peut-être que c'est un réseau externe. Non, elle est en cours de radicalisation, me dit-on. Mais par contre, quand même, ce qui est quand même très dangereux, et tout à l'heure elle a évoqué un mot qui est important, c'est quand même le mot droit. Nous sommes en train de rentrer dans un système qui est en train de bafouer les droits d'une certaine communauté. Je me souviens il y a quelques semaines, je sais pas Christophe si tu te rappelles, ou il y a quelques mois, la conférence WhatsApp qu'il y avait sur les fonctionnaires de police. Absolument, qui traitait les Maghrébins tous de terroristes. Moi je suis de couleur de peau d'origine africaine et bien français, ils nous traitaient tous de négros. Par contre, comme par hasard et par miracle, c'est pas ça la trappe. Donc ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi à un moment donné certaines personnes ne sont pas, si tu veux, mis en valeur, et pourquoi d'autres, si tu veux, sont totalement dénigrés. Donc si tu veux, à un moment donné dans le système français actuel, on se retrouve réellement, si tu veux, dans un système à deux vitesses. Et qui est très très dangereux, c'est qu'on sera même plus dans une chasse aux sorcières. C'est que bientôt on va nous cantonner, si tu veux, dans des zones où les musulmans seront d'un côté, les chrétiens seront d'un côté. En fait, on est en train de communautariser. C'est pire que ça. La société. C'est même pas qu'on ce que l'on reproche. Mais Christophe, c'est beaucoup plus grave que ça. On n'est même pas en train de communautariser. On est en train de sectoriser. C'est-à-dire, en fait, on est en train de nous mettre des chiffres sur les têtes, où en fait, à partir de ces chiffres-là, on pourra déterminer qui est musulman ou pas. Qui est musulman, qui ne l'est pas. En fonction de ça, on va déterminer sa dangerosité. Non seulement ça, mais Christophe, c'est-à-dire que nous sommes des machines, nous ne sommes plus des êtres humains. Sur quels critères, en fait, on va se baser pour juger quelqu'un de sa radicalité? On parle pas du l'Opus Dei, si tu veux, qui est quand même une branche très 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 dure du christianisme. On ne dit pas, en fait, on ne met pas en avant la prise de position. Pourquoi toujours une certaine communauté? C'est pas
tous les musulmans qui sont des terroristes. Il y a quand même il y a quand même des musulmans, il y a quand même des musulmans qui sont très intègres. Sinon Yannick, t'es dans la merde, hein, je te le dis tout de suite. Non, pas du tout. C'est qu'à un moment donné, je pense que ce qui est juste, il faut le dire. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Il y a quand même des musulmans qui sont des ingénieurs. Il y a des musulmans qui permettent à notre pays, la France, de pouvoir bien fonctionner. Évidemment. Non, monsieur c'est d'ailleurs la majorité. La grande majorité. Je pense que monsieur Nawar, qui est comme Manoir, pardon, qui est quand même un fonctionnaire de police, quand même, qui a quand même fait de belles choses dans sa carrière. Donc, pour un tweet qui date de 2014, voilà, qu'on puisse prendre une telle sanction comme ça et que ça passe carrément à la trappe et ça devient, si tu veux, une affaire ou ça devient un danger pour la nation, il faut quand même se poser des questions. Ça fait que demain, quand on sera musulman, chrétien, on sera on sera sectorisé, je sais pas quoi. Oui, il y a des questions à se poser. On a retrouvé Linda. Heureusement tout va bien. Linda, tu nous rassures, tout va bien, hein? Oui, j'ai pas été arrêtée, ça va. Bon, alhamdoulilah. Bon, alors Linda, pour finir ton propos. Oui, non, en fait, non, c'était simplement pour vous dire que donc dès lors qu'on est, je dirais pas le mot, qu'on n'est pas considéré comme français, quand bien même on est né sur le territoire national, on est potentiellement radicalisé. C'est ce qu'a dit Odoul, hein. Il a dit vous n'êtes pas français même si vous êtes né en France. Et il l'a dit devant moi. Hein. Ah oui, non, mais c'est terrible. Ben oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai vu, je salue votre prestation, Christophe. Hein. Elle était très bien, mais sur la question de ces policiers, effectivement, on peut se dire, bon, ils ont un devoir de réserve, hein, puisqu'ils sont fonctionnaires d'État, ils ont un devoir de réserve, mais ce devoir de réserve est cantonné uniquement au territoire national. On n'a pas le droit de faire l'apologie d'un syndicat national ou d'un parti politique national, mais on est libre de nos opinions, puisqu'avant d'être fonctionnaire, nous sommes français, nous sommes citoyens français. Et donc cette jeune femme, cette femme qui se retrouve à prendre le risque finalement de voir son gagne-pain disparaître parce qu'elle a simplement émis son opinion sur l'international, hein, donc sur le conflit israélo-palestinien. Je trouve ça déplorable. Et moi, je ne fais pas le parallèle avec ce qui s'est passé à la préfecture de police, mais je fais le parallèle, désolé Christophe, encore une petite couche, avec l'affaire Mila. Alors, on nous a rabâché de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression à tout va, et en fait, la géométrie variable à l'heure d'aujourd'hui n'est plus supportable, notamment pour les jeunes issus de l'immigration qui sont de confession musulmane et comme le disait à l'instant la personne, qui contribuent à l'essor du pays. Ouais. Merci Malinda. Aux ingénieurs, je veux dire, moi je suis juriste pour une collectivité territoriale, il y a des avocats, il y a des médecins, on ne le supporte plus. Vraiment, on ne le supporte plus. Christophe, si bien qu'on va finir par fuir. Ça va être la fuite des cerveaux. Et à ce moment-là, je pense que la France va peut-être se rendre compte de la richesse qu'ils viennent de perdre. Je voudrais quand même te dire quelque chose, oui, Linda. Je voudrais quand même apporter un petit point positif, c'est qu'il me fait quand même plaisir. Et dommage qu'on ne se voit pas. Moi-même, si tu veux, je suis un Français, je suis né français et je suis de couleur de peau noire. Mais ça me fait, si tu veux, plaisir de voir que des personnes comme toi vont toujours continuer à se battre pour défendre notre droit en général. Mais voilà, mais c'est pour ça que j'ai fait du droit. Oui. C'est parce que je me suis dit la seule protection qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'on n'est pas totalement ni l'un ni l'autre, c'est le droit. C'est le droit et c'est la justice. Nous avons quand même des tribunaux qui vivent une crise, je veux dire, vraiment très importante, mais ils continueront à interpréter le droit sous le prisme, et j'ose espérer, de l'égalité, parce que personnellement, il n'y a que ça qui me fait encore tenir, moi et ma famille ici en France. Merci Linda, merci beaucoup. Merci Linda. Il y a quand même quelque chose qui est important à mettre. Qu'est-ce qui est important? Là, on parle en fait, ces personnes sont accusées d'être des radicaux islamistes, donc oui. c'est un fait religieux. Oui. Et derrière ces accusations, c'est vraiment l'islamophobie ambiante, de l'islamophobie pure et ambiante qu'on subit depuis, enfin qu'une partie de la population en tout cas subit depuis quelques mois, qui est mise en avant par les médias. Et derrière cette islamophobie, c'est un racisme anti-maghrébin, anti-arabe. Oui, parce que là, pour cette jeune fille, il s'agit pas de l'islam, il s'agit de la Palestine. C'est autre chose. Non, mais il y a énormément d'amalgame. Le fait politique. On va pas se mentir, il y en a peu, mais on n'est pas là pour ça. Il y a peu de personnes, mais il y a aussi des Asiatiques musulmans, notamment des Indonésiens en France. En France, tu peux voir des Indonésiens avec des Indonésiennes en l'occurrence, ou avec le foulard. Ils n'ont pas ce même, le regard n'est pas le même sur ces jeunes femmes-là. Donc il y a un vrai racisme anti-maghrébin. C'est très vrai ce que tu dis. Oui, ce qui est inquiétant.
très honnêtement. Elle a raison, Linda. On nous rabâche avec l'affaire Mila et compagnie. Est-ce que les médias, là, n'ont pas peut-être un vrai sujet à exposer et expliquer aux Français qu'on est en train de nous prendre pour des cons? Qu'aujourd'hui, à la préfecture de police, vous allez avoir des gens qui vont être radiés parce qu'ils ont osé, effectivement, retweeter des choses sur la Palestine, alors que dans le même temps, et c'est pas moi qui le dis, c'est Marianne, l'extrême droite, avec leur discours nauséabond de fascistes, de saloperies, eux ne sont pas inquiétés. Dans quelle société veut-on nous emmener, Abdeslam? Alors, moi je pense que l'histoire bégaye, et aujourd'hui on est dans un remake de l'affaire Dreyfus, justement cet homme qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, la cible a changé et on s'en prend aux musulmans. Et c'est bien là le danger. On passe d'un état de droit, comme l'auditrice l'a évoqué tout à l'heure, à un état de suspicion et de dénonciation calomnieuse. Tout à fait. On se retrouve dans ça aujourd'hui. Donc les ministres l'avaient appelé à la délation, vous vous rappelez? C'est exactement Castaner, ça. c'est les propos qu'a tenus Castaner suite à ce qui s'est passé à la préfecture de Paris. Oui, c'est exactement avec ça. Avec le signe de radicalisation faible. D'ailleurs, qui lui a une barbe naissante. Donc oui, mais lui n'est pas arabe. Donc pas musulman en l'occurrence. Voilà. En tout cas, tous ces faits sont bien réels et comme tu disais tout à l'heure, on va arriver à un système qui reste très problématique, mais n'empêche qu'on y est déjà et beaucoup se cachent derrière le fait qu'on est dans un état de droit, mais pour le coup c'est pas le cas pour tout le monde et il suffit d'avoir une orientation religieuse, notamment être musulman, et ça pose un vrai problème. Voilà. Mais aujourd'hui c'est ça. Pour aller au bout de notre propos, et là bien sûr, on amalgame le fait religieux et le fait politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de défendre la Palestine, parce que sinon, on est taxé d'islamiste ou je ne sais quoi. Ou d'antisémite. Alors que là, on est contre un gouvernement, on n'est pas contre une religion. Et vous voyez bien le parallèle. Aujourd'hui, on veut criminaliser le mot Palestine. Et vous le voyez bien aujourd'hui, avec le New Deal que propose Donald Trump, de voir la Palestine disparaître. Alors, il veut que la Palestine disparaisse et ils veulent que l'on arrête d'employer le mot Palestine. Vous voyez, on en arrive à ce stade-là, les amis. Ça sera pas le cas ici. Mais c'est tout un tas d'éléments de langage qui sont envoyés, qui sont cautionnés par les médias, comme tu le disais tout à l'heure, Céline. C'est tout un tas d'éléments de langage que les gens reçoivent comme information. Ils ingurgitent tout ça, et même si certains vont dire ah mais non, je ne suis pas raciste, mais il y a tout un tas d'éléments de langage qui reviennent. Moi, je sais, je vois discuter. J'en ai même fait un post tellement ça m'avait choqué. Il y a des gens, ils se rendent même pas compte qu'ils ont des propos racistes ou des attitudes racistes. Pourquoi? Parce que ils se défendent de l'être, justement, alors qu'en fait ils le sont. Pourquoi? Parce que ils cautionnent le fait que voilà, on va parler d'une femme, on va dire ah mais vous savez, elle porte le voile, oh là là, vous savez, lui il descend, il est avec une chemise, ils savent pas trop comment l'appeler, évidemment ils vont pas dire que c'est un racisme, mais c'est tout un tas de choses en fait. Là où nous sommes en train de rentrer, c'est-à-dire que demain et à l'avenir, on va interdire nos enfants de s'appeler Mohamed ou Mamadou. C'est-à-dire, à un moment donné, on va nous obliger, à un moment donné, à renier nos valeurs religieuses pour en dépit de quoi, par rapport à quoi. Parce que ce que je comprends pas et ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que nous sommes en train de donner de la crédibilité à des partis extrêmes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les partis d'extrême droite... Pas que. Je préfère dire... Pas que peut-être, je ne sais pas, mais en gros à un moment donné... C'est-à-dire, Audrey, c'est-à-dire quand tu dis pas que... Quand tu dis oui... Déjà, moi, quand j'entends le ministre de l'Intérieur, justement, inciter à la délation, moi, ça me pose un problème, un vrai problème. C'est-à-dire que d'autres partis reprennent des arguments de l'extrême droite. Bien sûr, moi, ça me pose un vrai problème. J'ai pas envie de vivre dans une société qui accepte et qui cautionne ça, point. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut pas aussi trop appuyer sur cette négativité. Il y a quand même des personnes qui se battent justement pour dénoncer ça. C'est fermé aujourd'hui. Voilà, à un moment donné, je comprends et je le vois au quotidien, c'est clair et net. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, c'est à nous, à un moment donné, de monter au créneau et de dire à un moment donné, stop. Parce qu'il faut surtout pas que ça rentre. Il tape là où ça fait mal. Voilà, pardon de te couper, mais là il tape où ça fait mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on apparaît comme quand je dis on, cette communauté apparaît comme une communauté qui est tout sauf unie. D'accord. Ça on est tous d'accord là-dessus. Oui, exactement. On est d'accord. Dénoncer des dysfonctionnements, ça ne fait pas on ne se met pas nécessairement dans une position victimaire. Céline, pardon. Si tu représentes une force, d'accord. Déjà, si tu commences par aller voter, déjà. Au municipal, là, qui approche à grands pas, si des Mohamed ou des Abdeslam vont voter en masse, on va commencer à te regarder parce qu'il y a meilleur
de meilleure façon. Exactement, Christophe. Si tu restes isolé, tu seras toujours marginalisé. Exactement, Christophe, parce qu'il y a surtout un point, et je pense que tu viens de donner ce tempo. On est toujours en train de contester, on est toujours en train de se plaindre, mais le moment où il faut réellement poser des actes, on ne le fait pas. Il y a un moment donné, si tu veux, des taux d'abstention qui ne fait qu'exploser des records, mais on est toujours en train de se plaindre des mêmes choses. À un moment donné, il faut aussi que nous, en tant que jeunes Français, en tant que Français même d'origine immigrée, que ça soit maghrébine, africaine ou autre, quand il s'agit d'aller voter, comme tu viens de le dire, on va voter. Mais surtout qu'on s'engage, au-delà du vote même, c'est qu'il y a des candidats qu'on va recevoir dans un instant, notamment une candidate de Neuilly-sur-Marne, qui est de la République En Marche, qui l'erreur est humaine. Bon, je plaisante. Non, mais pareil, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais tu sais quand même ce qui fait quand même plaisir, Christophe, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de Français d'origine, si tu veux, immigrés, qui se présentent aux élections législatives, qui se présentent aux élections municipales. Nous participons à des listes où nous croyons justement à ces valeurs-là républicaines. Yannick et moi. Justement, Abdel Salem et moi. Donc c'est justement pour montrer à cette jeune génération qu'on ne doit pas toujours être cantonné à se dire qu'effectivement, quand il y a une personne qui essaye de mettre les désordres dans une communauté en généralité, de dire aux Français qu'à un moment donné, nous ne pensons pas tous de la même façon. Abdeslam, on t'a pas beaucoup entendu là-dessus parce que c'est très important ce dont on évoque aujourd'hui. Alors Yannick est en train de nous dire, oui, voilà, c'est vrai que ce sont des faits qui existent, qui sont que l'on peut tous constater, observer. Mais cependant, est-ce qu'il faut continuer à jouer les victimes en permanence? Ok, on dénonce des faits, ça c'est une chose, mais comment trouver une solution justement pour que justement ces gens, ces 4, 6, 8 millions de musulmans en France, j'allais pas dire s'unissent parce que là ça serait un peu utopique, mais essayent de se faire respecter déjà. Alors, pour se faire respecter déjà, il faut aller voter pour avoir des élus. C'est pas la seule solution, ça en fait partie. Mais c'est une solution, je suis désolé. Christophe, moi, tu sais, à l'époque où on déshabillait des femmes sur les plages avec un arrêté municipal qui était juste illégal puisqu'il a été retoqué et il a été annulé pour cause d'illégalité. À l'époque, moi j'ai vu beaucoup de gens s'indigner et je leur disais mais qu'est-ce que vous avez fait pour élire un maire qui justement se permet ce genre de choses? Lorsque l'on sait qu'une communauté ne vote pas, on peut lui taper dessus du matin au soir, on est sûr qu'ils ne bougeront pas parce qu'on n'est pas en danger et sur la mandature suivante on ne risque absolument rien. Et c'est ça le drame. Donc on le voit bien, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je ne crois pas que la diversité soit réellement représentée. Et c'est bien là. Un peu mieux qu'avant quand même. Oui, un peu mieux. Enfin, c'est l'histoire. Oui, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut toujours faire mieux. Et aujourd'hui, on est très en retard. Quand on voit en Angleterre le maire de Londres qui s'appelle Sadiq Khan, qui est anglais. C'est difficilement imaginable ici. Quand on voit qu'une de ses adjointes est une Française qui est maintenant qui a la double nationalité d'origine pakistanaise, qui vient de Champigny et qui porte le voile et qui est une adjointe au maire de Londres, me semble-t-il. Qui est musulman. Et on voit bien. On est justement dans une société qui est complètement figée où on se retrouve avec des personnes qui ne représentent pas du tout un électorat. Et on voit aux États-Unis, on peut critiquer Barack Obama si on veut, mais on a quand même eu aux États-Unis l'émergence d'un président noir. Aujourd'hui en France, on n'y arrive pas. Ne serait-ce que sur la misogynie. On a eu une seule premier ministre, c'était Edith Cresson. Et c'est la seule. Comme si il n'y avait aucune femme qui était compétente pour pouvoir occuper ce poste-là. C'est purement scandaleux. Vous vous souvenez ce qu'on entendait en 2007 lorsque Ségolène Royal s'était présentée? Exactement. Il faut aussi dire que ces gens qui ont le coup issus de la diversité et de l'immigration, qu'ils soient noirs ou maghrébins ou de confession musulmane et qui se présentent, sont soumis aussi à des attaques, y compris des gens de la communauté, mais souvent aussi des gens de leur communauté, mais aussi des gens qui ne le sont pas, et des gens se retrouvent accusés d'être aussi islamistes parce qu'on leur ressort un tweet d'il y a 10 ans, comme ce fut le cas, et c'est des gens qui sont en politique et qui sont aussi sujets à ce genre d'accusations. Tu sais quand même, Christophe, c'est aussi un truc que j'ai quand même appuyé avec toi, c'est que le mot je n'y crois pas, je pense que non, il faut justement y croire. C'est vrai que la nation française n'a pas été préparée à ce choc des cultures. C'est vrai qu'on a une explosion de la jeunesse, si tu veux, issue de la jeune immigration qui a fortement augmenté en France, mais moi je pense que dans quelques années, la France, si tu veux, sera, je veux pas te dire obligée, mais sera obligée de s'adapter à la jeune, si tu veux, force qui risque de rapidement s'implanter en France. Et ça s'appelle le Grand Forum, messieurs dames. Et vous voyez, il n'y a pas que des Mohamed, il y a des Yannick, il y a des Céline, il y a des Audrey. C'est ce qu'on appelle la diversité. C'est ça. Il y a des Abdelslam, c'est ce qu'on appelle la France. Attendez. C'est ça la France à moi, celle que j'aime moi. C'est ça la France. Une petite dédicace à Diams au passage. Absolument, Diams. Alors, bon.
Juste une petite chose, Audrey. Oui. Je me souviens qu'un attaché parlementaire me disait, tu sais, Christophe, j'ouvre les courriers, que regarde la députée ou le député. Ben, regarde qui l'écrit. S'il y a beaucoup de Vincent, de Christophe et de Yannick qui lui écrivent, forcément, elle va prêter attention. Par contre, s'il y a un peu plus de Mohamed, de Nadir ou de Zoubida, au hasard évidemment, sans le scooter doré, eh bien, peut-être que la députée va commencer à s'intéresser à, évidemment, ces gens de sa circonscription. Il y a aussi la possibilité, messieurs, dames, sachez-le, de saisir votre député. Hein, il n'est pas là juste pour aller à l'Assemblée nationale et puis aller à sa permanence 2 fois par semaine. Il est là aussi pour travailler pour vous, parce que c'est vous qui l'avez élu. Donc vous avez aussi votre mot à dire. Le sensibiliser par des sujets qui vous intéressent. Vous lui écrivez à l'Assemblée nationale. On peut retrouver les coordonnées partout de votre député. Il suffit d'aller sur l'Assemblée nationale. C'est idem pour le Sénat. Bon, le Sénat, à part la maison de retraite, on ne sait pas à quoi ça sert, mais je veux dire, les députés sont quand même très actifs. Ce sont des grands électeurs, quand même. Bien sûr, très grands électeurs. Un âge avancé. Oui. Le budget alcool au Sénat, je le rappelle. Non, je ne rappelle pas, d'accord. Il faut des engagements locaux dans les mairies, mais il faut aussi que des députés issus de la diversité se présentent et qu'on en ait plus en plus. Exactement. Allez, exactement. Dans un instant, messieurs, là, on est de retour. On terminera peut-être avec un appel. J'aimerais bien vous entendre, non? Quand même. Je sais qu'on a presque tout dit parce que nos chroniqueurs sont exceptionnels. Je vous l'accorde. C'est le Grand Forum, c'est France Maghreb 2, c'est normal. Céline Bory, Audrey Pronosti. Yannick, c'est quoi ton nom? André Yannick Oona. Tu pouvais pas avoir un nom plus facile en même temps, écoute. Hein. Non, mais parce que Christophe, en fait, t'as pas compris, il faut qu'il s'entraîne. Voilà, c'est ça. Voilà. Malheureusement, si tu veux, on ne fait la maline, pas toi, le tu vas voir. Non, mais combien de temps t'as mis pour bien dire mon nom Ah ouais, moi je sais, j'assume, j'ai un problème avec les noms. Voilà. Ouais. Par exemple, Monsieur Mamie, c'est simple. Ça me l'a. Bah oui, voilà. c'est simple, Mamie. Voilà. Monsieur Mamie. Bah oui, j'appelais ma grand-mère Mamie, donc tout va bien. Allez, dans un instant, Madame Diaby qui sera avec nous, députée En Marche de Neuilly-sur-Marne, mes amis. C'est le Grand Forum. Soyez la bienvenue. Candidate, bien sûr. On reçoit que des candidats et des candidates ici. Elle n'est pas députée. Non, elle n'est pas députée. Non, absolument. Elle aspire à devenir la future maire de Neuilly-sur-Marne. Je l'espère, en tout cas, tout de suite. C'était bien. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le Grand Forum, mes amis. Ravi de vous retrouver encore une fois. Et ici, vous l'avez compris, entendu, on parle de vrais sujets, de tous les sujets qui nous intéressent. On rappelle depuis tout à l'heure ce que nous évoquons. C'est ce qui se passe autour de la préfecture de police de Paris. Céline, tu me confirmes, c'est une première où 3 fonctionnaires vont être radiés pour signe de radicalisation. Alors, quand on dit radicalisation, c'est pas tout à fait le cas parce que en tout cas, c'est Noam Anouar qui est syndicat délégué général de police. Vigie, voilà, merci. Vigie-Police. Vigie-Police. Attention, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Audrey? Pourquoi tu me regardes comme ça? Moi, j'oserais pas. Allez, qui nous a signifié qu'elle est passée en conseil de discipline pour avoir retweeté, mesdames, messieurs, bienvenue en France, des tweets sur la Palestine. Donc là, pour eux, ils considèrent que c'est de la radicalisation. Et elle risque d'être radiée pour ça. Donc voilà de ce dont on évoque. Alors on n'est pas là en train de faire les pleurnicheuses. Et on est aussi là pour se remettre en question, apporter de l'autocritique. Je pense qu'on a su le faire avec Audrey, avec Céline, Yannick et Erdestem ici présents. Audrey, quelqu'un peut me donner les résultats des sondages? Je pense qu'ils sont unanimes sur Twitter, le Grand Forum FM2, Facebook France Maghreb 2 pour voter, pour nous dire si vous craignez cette chasse aux sorcières. Quel est le résultat? Alors pour Twitter, 88% des personnes pensent que oui. C'est un score à la Ben Ali, ça. Et sur Facebook, 89%. Très bien. Bon, ça c'est un score à la Bouteflika. Voilà. Pour faire l'équilibre, hein, évidemment. Très important. Audrey, là-dessus, parce que on t'a entendu, mais j'aimerais bien quand même aller au fond des choses. Tu sais comment je suis. Oui, j'attends. Bah vas-y. Je suis toute oui. Non mais franchement, ta conclusion là-dessus. Comment faut-il faire? Quelle est la solution? Moi j'aurais tendance à dire comme Abdeslam, il faut s'engager dans la voie politique. Même si dans l'instant T, ça va peut-être pas forcément porter ses fruits, parce qu'il faut prendre le temps, il faut qu'il y ait une conscientisation politique des gens. Mais ça c'est inéluctable, quoi. Pour que si on veut prétendre à ce que les choses changent, c'est évident, il faut que les gens s'investissent politiquement, qu'ils aillent voter, qu'ils s'engagent. Voilà. Donc pour toi, c'est l'engagement dans la politique, ça peut éventuellement faire changer les choses. Bien sûr. Et après, chacun à son échelle doit combattre les amalgames, doit combattre le racisme. Mais ça, après, voilà, pour moi, c'est du bon sens en fin de compte. D'accord. Donc, parce qu'on va pas se contenter que de dénoncer des faits. Il faut aussi qu'on y apporte nos solutions. Céline, ta solution pour essayer, j'allais pas dire d'éradiquer parce que c'est quasiment impossible tellement le climat est un peu délétère, mais
des solutions alternatives. Chacun dans son domaine de compétences, je pense, a la possibilité de faire un petit peu pour que les choses changent. On parlait tout à l'heure du problème des médias et de leur responsabilité dans le traitement médiatique qui conduit à de l'islamophobie ambiante. Ils y participent. Et peut-être que chacun peut essayer de relayer des informations véritables enfin moi à mon niveau, dans mon domaine de compétences, tu vois, c'est de me dire il y a une information qui est fausse, qui est erronée. Voilà. Le poids des mots. Voilà, le poids des mots, c'est important de relayer de vraies informations. Le poids et le choix. Pour en informer les gens, et puis de manière, pour revenir sur ce qu'a dit Audrey, effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent en politique. Et il faut pas lâcher l'affaire. Je pense qu'il faut pas être résigné. Il faut pas être résigné. Abdeslam, ta solution, toi, pour essayer de parer à tout ça? La solution, Audrey l'a évoqué. Je pense que la réponse, soyez un peu créatif, politique. ne reprenez pas les trucs des camarades. Quand Audrey a raison, elle a raison. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est d'abord avoir des élus au local, des adjoints maires, des maires, qui puissent mettre en place des ateliers de déconstruction du racisme, commencer à avancer sur ces sujets-là. Sur l'aspect judiciaire, avoir des avocats qui défendent justement les causes antiracistes. Et inciter nos enfants à aller le plus loin possible dans les études. Mais siéger dans les deux assemblées, au Sénat et à l'Assemblée nationale, parce que je pense que les deux sont nécessaires. T'as pas l'âge, Abdeslam, t'es trop jeune encore pour le Sénat. Mais un jour peut-être. Mais de toute façon, parce que le législateur, il a vocation justement à décider des lois qui sont justes pour les uns et pour les autres. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vivre ensemble, mais il faut surtout du faire ensemble. Et il y a aussi un gros travail de transmission de l'histoire et de la mémoire, parce que si nos jeunes ne connaissent pas l'histoire de leur pays d'origine, l'histoire de la colonisation, et quand on est face à un raciste, un facho, un islamophobe, ce que tu veux, si t'as pas les arguments parce que tu connais pas l'histoire, t'as pas de poids. C'est important, effectivement. Il faut les éduquer. Quand tu disais que les études étaient très importantes, c'est même fondamental. Oui, c'est fondamental. Yannick, qui est très occupé à discuter avec notre invité, et c'est très bien. Yannick, ta solution en 30 secondes, parce que ça va être place à notre invité. Excuse-moi, c'est vrai qu'elle était tellement captivante. Solution, Yannick. Il faut être concret là, mon vieux. Vas-y. Solution par rapport au racisme. Oui, comment fait-on pour essayer de calmer un peu les choses, d'apporter un peu de lumière, de gaieté. Je pense quand même qu'il faut essayer de prendre cette problématique de façon large. Au lieu de repousser le problème, je pense qu'il faut plutôt l'absorber. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains Français dans des régions rurales qui ne savent même pas qu'il y a des pays où, je prends l'exemple encore de ma voisine, qui s'étonnait de savoir qu'en Afrique il y a de l'électricité. Ah bon? Oui. Pour elle, c'est pour elle, c'est comme si tu veux. Non, mais c'est pour vous dire à quel point. Voilà, elle se disait, Yannick, tu reviens du Cameroun, il dit oui. Et comment tu fais pour marcher dans la rue sans courant? Bon. Ah ouais. Ok, tu marches avec, t'as une casquette, t'as des lunettes de soleil. J'ai dit oui. Non, t'as une lampe de poche. Oui. Et le problème, si tu veux, qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que la plupart de beaucoup de Français sont en manque de communication, sont en manque d'information. Ils ne savent pas. Ils sont cantonnés, merci, si tu veux, dans leur Yannick. Merci beaucoup. C'est l'heure, il est 17h30 pile, et le temps de parole. Je suis désolé, mais le temps de parole est très important parce que je tiens à l'équité et à l'égalité des temps de parole d'une candidate que nous recevons aujourd'hui, direction Neuilly-sur-Marne, les amis. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. Et je vous propose d'accueillir sur notre plateau Madame Diaby. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, alors bien près du micro, comme ça on va pouvoir bien vous entendre et vous avez plein de choses à nous dire parce que je dois dire que vous avez un programme bien élaboré, bien large. Alors est-ce que vous pouvez, c'est la règle dans cette émission, vous présenter pour les auditrices, auditeurs et surtout pour les habitants de Neuilly-sur-Marne qu'on appelle comment d'ailleurs? Les Nocéens. Ah, c'est original. Les Nocéennes et Nocéens. Alors, qui êtes-vous, chère madame? Donc, je suis Diaby Djeneba, je suis maman de 3 filles, je suis issue d'un corps de santé, infirmière pour commencer, ensuite cadre de santé, puis j'ai terminé directrice d'hôpital. J'ai développé un cabinet de prise en charge de la dépendance en ville, et actuellement, je m'implique en politique depuis plusieurs années. D'où ma candidature aujourd'hui auprès de ma commune. Très bien. Alors, vous êtes candidate à la mairie de Neuilly-sur-Marne. Vous avez été sous l'étiquette La République En Marche. Oui, voilà. J'ai sollicité l'étiquette de La République En Marche. Pourquoi? C'était une volonté de votre part ou? C'était une volonté dans un premier temps parce que j'ai accompagné le parti depuis 2016
et dans un second temps pour éviter que certains l'utilisent juste à des fins d'électorat. Donc s'il faut y aller, autant que ce soit une personne qui soit issue de la commune qui le fasse. Très bien. Alors Madame Diaby, avant de rentrer dans le fin fond de votre programme, je sais que j'ai lu que vous avez effectué beaucoup de rencontres, que vous partez régulièrement, ce qui est normal quand on est candidat à la rencontre des habitants de votre ville. Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qui aujourd'hui est la principale priorité pour les habitants de Neuilly-sur-Marne? La priorité de nos C1, c'est déjà de leur porter de l'attention. Et la priorité de ma campagne, c'est les porte-à-porte. Créer vraiment une proximité avec mes concitoyens pour qu'ensemble on puisse co-construire le programme. Nos concitoyens se sentent oubliés dans la politique qui est menée sur la ville, et c'est une des raisons qui me motive vraiment à faire cette démarche-là. Et en priorité, ils nous ont ressorti comme problématique la sécurité, la jeunesse oubliée, la solidarité. Ouais. Voilà. D'accord. Alors il faut quand même saluer une chose, ici à l'antenne. Vous savez qu'on n'est pas les derniers à critiquer le parti majoritaire aujourd'hui en France, mais il prend le risque. Je veux pas parler de risque parce que ça n'en est pas un pour nous, mais en tout cas ils font le choix de mettre des gens issus de la diversité à la tête, en tête de liste pour représenter leur couleur. Dans des villes qui n'est pas une petite ville. Neuilly-sur-Marne, il y a combien d'habitants? 37 000 habitants. C'est pas une petite ville. Donc franchement, faut saluer. Il faut dire les choses quand elles sont bien aussi. Alors, Madame Diaby, en matière de sécurité, vous proposez le renforcement de la vidéoprotection sur l'ensemble de la commune. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme faille? Je propose la vidéoprotection pour une seule chose, c'est que beaucoup ont parlé de police municipale. Je trouve que c'est un moyen qui n'est pas efficace, parce que je ne veux pas que ma ville soit un Far West. Ouais. C'est le cas aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, c'est très compliqué. La police ne parvient pas à effectuer la sécurité sur la commune, parce qu'elle est chargée de 2 communes, Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne. D'accord. Et les jeunes sont contigus. Voilà, c'est ça. Et on sent vraiment qu'il y a une tension palpable avec les jeunes. Et mon objectif, c'est d'arrêter cela. On n'est pas là pour être dans les tensions. La vidéoprotection, elle sera là déjà dans un premier temps à viser de protéger mes concitoyens. Et ce sera un élément qui sera, je dirais, c'est de la répression douce. Très bien. Voilà. Alors, vous proposez donc de mettre en place un centre de supervision urbain afin de centraliser l'ensemble des caméras vidéoprotection et assurer une communication directe avec les patrouilles de terrain. Oui. Équiper les axes non ou plus ou moins loin éclairés pour pouvoir sécuriser la circulation dans nos rues. Oui. Qu'est-ce qui se passe en matière? C'est sombre Neuilly-sur-Marne? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a certaines rues de Neuilly-sur-Marne où nous avons très peu d'éclairage, et c'est des zones dans lesquelles les gens ne s'aventureront pas pour se promener ou juste traverser. Et j'estime qu'il faut de la lumière pour sécuriser. Alors il y a quelque chose de très inquiétant, parce que si c'est pas le cas, il faut absolument le dénoncer tout de suite. Dans votre programme, assurer la sécurité des passages piétons à proximité des écoles lors de l'arrivée et de la sortie des écoles. C'est pas le cas aujourd'hui, Madame Diaby? Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons 2 écoles qui ont cette chance d'avoir des personnes qui permettent aux enfants de traverser en sécurité. Nous avons été confrontés à un événement récemment où un enfant a été renversé à la sortie de l'école, et lorsque la plainte a été remontée auprès de la municipalité, la réponse était que l'enfant n'est pas mort. Et j'estime que la sécurité, elle est importante pour tout le monde. Oui, et puis il faut une sécurité pour les enfants quand même, pour nos c'est quand même enfants. hallucinant. Je suis dans une ville où il y a beaucoup de foyers monoparentales, où les mamans sont dans l'obligation de devoir aller travailler. Bien sûr. Et bien, il serait intéressant qu'elles partent l'esprit serein, que les enfants puissent partir à l'école en toute sécurité. Voilà. Dynamiser des conseils de quartier, c'est ce que vous proposez avec des référents par quartier. Ils auront pour mission, par exemple, d'assurer le dialogue avec la municipalité pour mieux cibler et accompagner les difficultés que rencontrent nos concitoyens. Oui. Aujourd'hui, je pense que pour travailler comme il se doit dans une commune, il faut impliquer ses concitoyens. Et impliquer ses concitoyens, c'est de créer des conseils de quartier avec des référents qui travailleront avec nous pendant tout notre mandat, qui vont nous permettre d'avoir une politique performante et efficace sur le terrain. Alors ça risque de plaire à Abdeslam Itache ici présent. Une équipe mobile anti-incivilité ayant pour objectif de lutter contre les incivilités routières, jet de mégots, dépôt d'ordures sur la voie publique, occupation d'espaces privés, par exemple. Ça c'est une chose que j'ai très rarement vue dans les programmes. Voilà, ça c'est une chose importante, parce que tout simplement c'est quelque chose qui nous a été vraiment mis en avant dans toutes les enquêtes qu'on a pu mener. Et c'est plutôt faire de la pédagogie.
pouvez rajouter aussi les petits trucs de chiens là, vous savez Voilà, c'est ça. C'est pas très agréable quand on marche dedans. Bien sûr, Ouais. ça fait partie. C'est surtout pour faire de la pédagogie, pour que les gens soient sensibles à leur environnement, qui ne créent pas des nuisances à des personnes qui sont logées ou que voilà. C'est surtout pour cette raison-là que je veux mettre une brigade d'incivilité. C'est pas une brigade qui sera là pour être dans la répression. Ouais. Ce sera pour accompagner nos concitoyens et les sensibiliser intelligemment comme il le faut. La jeunesse aussi, on n'y échappe pas dans votre programme, Madame Diaby. Notre jeunesse, elle est oubliée à Neuilly-sur-Marne. Moi, quand j'étais jeune, j'ai nourri un désir, une envie. Ouais. Et aujourd'hui, nos jeunes n'ont plus d'envie. Ouais. Nos jeunes, ils sont souvent mal orientés et ils sont en décrochage scolaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit leur redonner cette envie de rêver, de se dire qu'un jour j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela, et nous on doit leur permettre ça aujourd'hui. Alors comment? Par exemple en dynamisant une maison de la jeunesse avec des éducateurs spécialisés diplômés d'État, mise en place d'un conseil des jeunes, c'est ce que vous proposez, faire la promotion de toutes nos structures pour tous nos jeunes, promouvoir les partenariats entre les établissements scolaires et les établissements d'apprentissage, les entreprises et la mairie, encourager, accompagner, mettre une politique attractive pour l'entrepreneuriat des jeunes. Donc c'est complet, les amis. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une partie de la jeunesse qui a été oubliée par les politiques publiques. Il faut dire ce qu'il y a. Pour les tout petits, on a ce qu'il faut. Pour ceux qui sont au-dessus, on a ce qu'il faut également. Mais pour les adolescents, il n'y a pas grand-chose de proposé. Donc déjà, le problème, il part de là. Par contre, au niveau local, si on peut impulser des maisons de quartier qui permettent à ces jeunes-là de se retrouver dans un endroit où ils peuvent se réinsérer, ils peuvent s'épanouir, se reconstruire, c'est de notre devoir de le faire. Alors il y a quelque chose aussi, alors dites-moi comment vous allez faire, parce que ça me paraît extraordinaire quand même. Un suivi individualisé pour chaque enfant du début à la fin de sa scolarité. Comment vous allez faire, Madame Diaby? Je pense que c'est pas compliqué dans le sens où dans les écoles il y a des conseillers d'éducation qui sont présents. Ouais. Et vous parlez des conseillers de désorientation. on les connaît, on a tous eu affaire à eux en troisième. Non, toi tu vas faire plombier. C'est ça. J'ai terminé animateur radio, voilà. Et donc l'objectif c'est que la mairie doit travailler en partenariat avec ces établissements-là pour déjà avoir un œil et montrer sa sensibilité à la réussite de ces jeunes. Et avec cela, je pense qu'on pourra peut-être apporter des supports. Nous, d'une autre façon, ils nous solliciteront pour cela. Et je pense qu'on pourrait trouver des solutions à ce niveau-là. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre programme, évidemment. Est-ce qu'on peut le retrouver en ligne, Madame Diaby, votre programme? Le programme, j'ai fait le choix. J'ai fait le chois pour le moment de ne pas diffuser mon programme parce que j'ai pas mal de concurrents qui l'ont demandé à mes colistiers. Ouais. Je suis vraiment sur une démarche, je dirais vraiment co-constructive. Ouais. Moi, en tout cas, je tiens à saluer parce que j'en ai reçu pas mal d'invités. C'est un des programmes les plus complets que j'ai eu à lire. Alors. Juste une dernière question en ce qui me concerne avant de laisser ma parole à mes camarades, parce que le temps qui nous est imparti, vous savez, je tiens à respecter strictement l'égalité entre tous les candidats qui s'expriment dans cette émission. En matière de transport, est-ce que vous êtes concerné par le Grand Paris, Madame Diaby, à Neuilly-sur-Marne? Nous sommes concernés par le Grand Paris. De quelle manière? C'est-à-dire que on était concernés dans un premier temps parce qu'on faisait partie du projet de l'Est parisien. Oui. Malheureusement, voilà le Grand Est, voilà le Grand Paris, et on a très mal négocié malheureusement. Ouais. On a un parc qu'on appelle le parc des 33 hectares et le site de l'hôpital, l'ancien site de l'hôpital Maison Blanche, qui ont été mis en avant tout simplement pour obtenir des subventions et l'arrivée de la ligne 11. Malheureusement, notre commune n'a pas été force de proposition. Et à ce moment-là, la 11 devait aller à Neuilly-sur-Marne. Oui, on devait avoir 2 stations. Malheureusement, ceci a été mal négocié parce que à ce moment-là, moi, j'avais remonté une information qui est que notre ville est une ville très sportive. Oui. À partir du moment où on a une ville très sportive, on parle des Jeux Olympiques. Oui. L'objectif, ça aurait été de proposer des complexes afin qu'on puisse obtenir des subventions et l'arrivée de cette ligne 11. Pour le moment, on a ce projet qui est mis à l'arrêt. Le Premier ministre nous dit clairement que les discussions reprendront après 2024. Donc vous promettez, vous, si vous êtes maire demain de Neuilly-sur-Marne, d'aller au bout des discussions et d'essayer d'imposer justement ce choix que vous êtes en train de discuter aujourd'hui. Sachant que je suis investi en plus par la majorité présidentielle, ça peut aider. Je vais créer ce lien. Ou pas, oui, je sais pas. Je veux créer ce lien pour qu'on puisse remettre la discussion sur la table. Céline Bory, tiens, puisque tu as
pris la parole. Une question, Madame Diaby. Alors j'ai une question. Alors déjà, je suis toujours très contente de voir des gens qui s'engagent, en l'occurrence une femme noire. Donc moi, je trouve ça top. Vous avez dit au début que vous étiez investi en politique localement depuis quelques années. C'est ça, depuis 2012, je me suis investie, mais pas de façon politique directe. Associative, c'est-à-dire c'était plutôt du social. Sachant que je suis infirmière libérale, j'étais confrontée à une population qui était en grosse difficulté et nous avons créé une chaîne de soutien pour pouvoir apporter des vivres à certains qui ont des revenus qui leur permettent pas de continuer arriver à la fin du mois. C'est pouvoir accompagner les gens dans leur démarche administrative, parce que souvent on se retrouve avec des personnes isolées et nous, les libéraux, on se retrouve avec des multiples casquettes. Voilà. Donc l'accompagnement dans l'accès aux droits notamment. L'accès aux droits, pouvoir tout simplement se nourrir, se vêtir. Ça, ce sont des choses sur lesquelles nous avons pu faire des vous étiez infirmière en libéral ou vous avez été aussi, j'ai cru comprendre, directrice d'hôpital, dans le service public. Donc. Avant d'être libérale, j'ai été directrice d'établissement de santé. Et lorsque j'étais directrice d'établissement de santé, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, dans le public, tout est structuré. Il n'y a plus grand chose à faire. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire après avoir obtenu ce diplôme? Mon objectif, c'était de mettre en place une structure de prise en charge de la dépendance en ville, qui est un grand sujet avec de grandes difficultés, parce que la plupart des personnes qui sont dépendantes, malheureusement, n'ont pas ce qu'il faut suffisamment comme professionnels de santé, les auxiliaires de vie, etc. Je dis, moi, je veux apporter ma petite pierre à l'édifice, en tout cas à Neuilly-sur-Marne. Ouais. Et donc justement cette politique par rapport à l'hôpital et au service public, parce qu'on les voit aujourd'hui beaucoup dans la rue, vous en tant qu'ancien cadre de santé, comment vous voyez ça, la question du manque de moyens, puisque c'est. Il y a un hôpital à Neuilly-sur-Marne ou pas? Aujourd'hui, oui, on a l'hôpital Villévreur qui est un hôpital psychiatrique. Ah oui, d'accord, en effet, oui. Comment vous voyez ça? Ça a été une de mes motivations pour quitter l'hôpital public, c'est qu'aujourd'hui on arrive dans une société qui est dans l'économie des moyens. Qui dit économie des moyens, on ne peut pas faire l'économie des moyens sur la santé. On est avec de l'humain, et quand on est avec de l'humain, il faut mettre les moyens qu'il faut, et qu'on n'ait pas une médecine à deux vitesses. Ouais. On est tout à fait d'accord. Voilà. Alors Céline, juste on va laisser la parole parce qu'il nous reste 4 minutes. J'aimerais qu'Audrey, Abdeslam et Yannick puissent poser une question. Abdeslam, tiens. Alors, d'abord, moi je tenais à vous féliciter pour votre engagement. Moi je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes qui ont le courage de se présenter comme mère, donc je vous souhaite vraiment bonne chance, c'est sincère. Ensuite, il semblerait que vous soyez quelqu'un de compétent à vous entendre, et j'apprécie le fait que vous fassiez du benchmarking, que vous repreniez les choses qui marchent ailleurs, notamment sur... alors, moi je l'ai mis en place à Clichy-sous-Bois, et j'ai été le premier à le faire, c'était le véhicule d'intervention rapide. J'ai été recruté ailleurs, où je l'ai créé aussi à Château. Ça a pris le nom de patrouilleur environnemental, c'est très bien, c'est une très bonne mesure qui va dans le bon sens, et il y a beaucoup de maires qui le font. Vous êtes la première à le proposer sur votre ville, c'est tout à votre honneur. Moi j'avais quand même une question, et elle arrive. Demain, nous sommes dimanche, vous avez gagné, vous êtes maire. Quelle est la première mesure que vous mettez en place? La première mesure que je mettrai en place, ce serait sur tout ce qui est jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de notre ville, c'est l'avenir de la France. Ah oui. Il faut croire en elle et il faut lui donner les moyens d'aller de l'avant. Très bien. Ça, c'est une première mesure. Première mesure tout de suite, là, d'entrée. Voilà, c'est la première mesure de Madame Diaby. Audrey, pronostic, question. Oui, moi, c'est un peu dans la même lignée. Vous parliez de la jeunesse, donc du fait que c'est un secteur très important pour vous, un point que vous voulez pas négocier, ce qui est normal. Par rapport à l'éducation, vous avez dit que vous avez proposé des maisons de jeunes, des conseils de jeunes, et tout ça, c'est top. Mais moi, je voulais savoir comment vous allez créer ces conseils. Non, c'est le lien avec les parents. Mais justement, quand les enfants sont concernés, les parents sont présents. Et c'est pour cette raison-là qu'on va commencer par les enfants. C'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça que mon objectif, ce serait de sensibiliser les parents. D'accord. En passant par les enfants, on les attire systématiquement vers nous. D'accord. Et donc, on pourra échanger avec eux. Ils pourront nous accompagner dans cette démarche-là pour qu'elle soit constructive. On est d'accord qu'aujourd'hui, on a pas mal de cités dans nos villes. Et souvent, comme les gens se sont sentis oubliés, ils sont tout simplement maintenant désintéressés. Ouais. Alors moi, je vais aller vers eux. Mon objectif, c'est d'aller vers eux, c'est d'aller les chercher. Parce que si on va pas les chercher, ils ne viendront pas forcément vers nous. Donc moi, je veux vraiment mettre en avant la proximité.
Très bien. Yannick, question à Madame Diaby, ici présente, candidate à la mairie de Neuilly-sur-Marne, ville de 37 000 habitants. Bah déjà, je voudrais quand même la féliciter parce que elle me fait penser à mes débuts, parce que j'ai été aussi investi par le parti UDI en 2014. Par le parti quoi? UDI, Nouveau Centre. Ah, ça existe encore ça? Je sais pas, apparemment. Ouais. Oh, je les soutiens, je suis toujours dans. Mais en fait, la question, elle va être simple. Par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, vous voyez bien en fait qu'on essaie un peu de diviser les communautés, de diviser les religions. Comment vous faites ou comment vous allez faire à l'avenir pour essayer maintenant de catalyser toutes ces communautés, sachant très bien qu'il faut essayer de coallier les musulmans, les évangélistes et les sikhs pour essayer maintenant de maintenir ce vivre ensemble, sachant que vous avez quand même cette aisance naturelle de pouvoir aborder les choses. C'est vrai que vous parlez sans langue de bois, mais en tant que femme, comment allez-vous prendre le bon sens pour essayer justement de maintenir ou de créer cet équilibre entre les communautés religieuses? Ok. À Neuilly-sur-Marne, nous avons un souci déjà, c'est que les cultes ne se rencontrent que très très peu. Alors moi, j'ai décidé dans mon programme de mettre en place une journée des cultes. Très bien. J'estime que quand on vit ensemble en communauté, on doit se respecter, on doit se connaître et permettre à tout un chacun de vivre avec sa religion, comme il l'entend, comme il le sent et dans le respect des autres. Exactement. Et pour ça, nous qui sommes les politiques publiques, on doit s'impliquer pour cela. Et je vais créer un conseil des cultes. Parce que j'ai rencontré les responsables des différents cultes et j'ai compris une chose, c'est que ils sont clivés. Exactement. Ils sont clivés sur des faux arguments. Exactement. Et moi j'ai vécu avec tout type de communautés. Pendant mon parcours, j'ai rencontré des personnes qui sont issues de différentes communautés religieuses. Ils ont cru en moi, ils m'ont tiré vers le haut. Alors je pense que je serais capable de faire la même chose parce que moi mon objectif c'est de fédérer. Exactement. Je veux pas diviser les gens pour des questions de religion, etc. Je ferai tout pour que mes concitoyens puissent vivre en harmonie, en tout cas à Neuilly-sur-Marne. En tout cas, il y a un bon point, vous avez un bon parfum. Vous sentez très bon, madame. Elle est mariée, Christophe. Non, mais alors, on a le droit de dire de quelqu'un. Moi aussi, je suis marié. Oui. Pas de problème. C'est plus balance ton porc ici. Madame Diaby, dernière question. Est-ce que vous avez été victime de racisme, justement, auprès de certains concitoyens, quand vous allez sur les marchés? Ou de sexisme. Ou de sexisme, ouais, absolument. Je suis une femme. Oui. Une belle donc, femme. Ça, c'est calme-toi, Yannick, calme-toi. Je suis une femme. Lorsque j'ai été investie, je me suis dit tout de suite, je vais prendre rendez-vous avec le maire en place pour aller lui présenter ma candidature et l'informer que je vais présenter une liste. Oui. Et je lui ai posé la question. C'est exclu du PS pour du pénal et puis à côté de ça maintenant il est divers gauche assimilé. Quelle a été quand sa ça réponse? lui change, voilà. Quelle a été sa réponse? Et je lui dis pourquoi un homme et pas une femme. Il n'a pas su me répondre. Ah oui, bon, c'est inquiétant. Et moi j'estime qu'aujourd'hui que ce soit homme ou femme, quand vous avez la volonté, vous avez le désir, vous pouvez y arriver. La force est... Madame Diaby, Madame Diaby, pour finir, vous avez 1 minute pour vous adresser à vos concitoyens de Neuilly-sur-Marne. Pourquoi le 15 décembre il faut voter? Madame Diaby. 15 mars. Pardon, excusez-moi. Café, Pourquoi, Madame Diaby, le 15 mars 2020, il faut voter Madame Diaby à Neuilly-sur-Marne? C'est à vous de jouer. Chers Nocéens, chères Nocéennes, le 15 et le 22 mars prochain, je vous invite à vous présenter aux urnes pour que le destin de notre ville change. Et sachez une chose, ma détermination restera sans faille et je serai à vos côtés pendant tout mon mandat. Voilà, donc je compte sur tout un chacun pour que vous puissiez participer et qu'on fasse monter Neuilly-sur-Marne en tête. Merci beaucoup Madame Diaby d'avoir répondu à nos questions et d'être venue nous présenter votre programme ici. Merci à vous. À très bientôt et bonne chance pour le 15 mars prochain. On ne manquera pas de se tenir informé. Pour ce qui est du reste de l'équipe, vous avez joué les malins, vous allez regretter dans un instant. Le quiz arrive. Le grand forum sur France Maghreb 2 et je tiens à remercier Jordan là qui m'a accompagné un petit bout de temps. Là, il a fait un stage auprès de moi, il m'a beaucoup aidé. Merci à toi et bonne chance mon ami, à très bientôt. Alors, on va maintenant passer au quiz. Alors juste avant le quiz, je crois que Céline a un petit truc à nous dire pour une marche de ce dimanche. Tout à fait. Je voulais vous parler de la marche qui aura lieu dimanche. Donc dimanche, on sera le 9. C'est une commémoration, hommage à Gay Camara.
Gay Camara et ce jeune On homme. avait reçu son frère. Voilà, on avait reçu Mamad dans les studios. Oui. Gay est décédé dans la nuit du 16 au 17 janvier 2018 en ayant reçu une balle dans la tête, tirée par la police. Donc il y a une commémoration qui a lieu dimanche, c'est à partir de 13h. Oui. Au gymnase René Descartes à Champs-sur-Marne. Donc sa famille et le comité Vérité et Justice pour Gay Camara vous donnent rendez-vous, sachant que, comme le dit Mamad, ce qui est arrivé à son frère, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Absolument. Bon, Agnès Lamitache, Audrey Pronosti et Céline Bory, est-ce que vous êtes là? On est là. Voilà, Yannick va faire là, Yannick, et j'ai besoin de toi pour faire l'arbitre parce que tu sais que ces gens-là sont de Tu vas faire la VAR. Ouais, tu es la VAR. Parce que j'ai affaire tous les jours à des gens d'extrêmement mauvaise foi. On y va, c'est parti le quiz. Le quiz. Je rappelle qu'hier c'est Hicham Terak qui a gagné. Bon, on y va. Alors. Et grâce à Hicham, je vais reprendre la tête aujourd'hui. Oui, calme-toi parce que t'as pas encore gagné, mon Islam. Hein. Il faut juste. Mais je redoute Céline. Ah, pourquoi Audrey? Tu la redoutes pas? Non mais moi j'existe pas quoi. Je suis donc, par contre, s'il vous plaît, rapprochez bien. Pardon d'avoir été franc. Ouais. Oh là là. En plus, il en rajoute. Non mais je rêve. Parlez bien devant le micro comme ça, voilà, j'entends bien vos réponses. Non mais parfois je gagne. Hein. Alors tu vas pas m'énerver. Hein. Quand je suis pas là. Bon. Ça suffit, tu vas pas faire le malin longtemps, je crois. Non, moi, je déstabilise. Laisse-le. Tactique de boxe, ancien boxeur. Ouais, Céline, elle ne bouge pas. Non, elle reste impassible. Première question. Le président de quel club a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée? Grenoble. Non. Le club à patinage, là, le... Non, c'est club de foot. Club de foot, déjà précise. Club Lille, de quoi? Lyon, Marseille. Non, c'est... Oui, je sais qu'il a la réponse. Mais non, on en a parlé, arrêtez là. Il a 55 ans, il a été mis en agression. Il a été mis en examen pour des agressions en plus assez récentes, là. Dans le foot? Oui. On n'a pas dit Lyon, mais bon, je vais me faire insulter par Mehdi. C'est pas du tout Lyon. C'est pas Lyon, non. Auxerre. Non. Ligue 1 ou Ligue 2? Paris? Mais non. Non. Angers. Non. Si. Ça ne passe pas. Je suis désolée parce que Nabil, t'es venu lui souffler la. On est à la radio, il y a pas d'image. Non, mais moi, c'est moi l'image. C'est moi l'image. Allez, crêpez-vous le chignon. Ah non, je regrette. Première bonne réponse de Céline Bory. Ah bon, en plus tu comptes? Ah bah bien sûr, je compte. Oui. Bon, vas-y, donne-moi les réponses. Bon, deuxième question. Après un livre polémique qui a été publié il y a peu, l'entourage du pape Benoît XVI a écarté quelle personne? Un évêque? Non. Un cardinal? Non. Un prêtre? Non. Un conseiller? Qu'est-ce qu'il a, le Benoît XVI, pour l'aider, pour l'accompagner, pour lui faire des tâches administratives? Son garde du corps? Son aidant? Non. Son confident? Non. Non mais... Quoi? C'est peut-être la question qui est pas... Comment ça? Mais qu'est-ce que son coach, son manager? Non. Après un livre polémique qui a été... Son garde du corps il a été écarté de l'entourage du pape Benoît XVI. Son biographe? Non. Son médecin? Non. Son infirmière? Non. Son infirmier? Mais il a besoin de quoi pour lui faire les papiers, tout ça? Son comptable? Son secrétaire? Son assistant? Secrétaire, merci Céline. Voilà. C'est pas une question. Alors non mais là c'est de la chance, hein. Je suis désolée. Hein. Comment ça c'est pas une question, monsieur Itache? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, vas-y encore. Non mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce genre? Attends, tu remets en cause mes questions maintenant. Ouais. Bon. Un conseiller est un secrétaire. Il lui a donné la réponse. Bien sûr. Moi, encore une fois. Bon, troisième question. Il faut savoir saisir les opportunités là. Ouais. Allez, on va la saisir. C'est un peu ce que je dis. C'est pas grave. Mais pour moi tu gagnes pas. Hein. Qui rencontrera les députés de la majorité la semaine prochaine? Le Premier ministre. Non. Le président. Le président est une excellente réponse. Bon, là, bravo. Voilà. Macron rencontrera effectivement les députés de la majorité, certainement pour un peu les sermonner par rapport... C'est pas grave. Non, surtout leur faire des câlins. En plus j'ai failli le dire, mais bon, tiens, ça a été plus rapide. municipal à Paris. Combien de maires européens soutiennent ouvertement Anne Hidalgo? 5. Non, plus. 7. 100? 7? Non, moins que 100, ça va 50? pas. 7. Non, 8, plus que 7. 9. 10. Qui a dit? Oh, mais non! Mais non! Zéro! Mais non! Non, mais alors, il y a moins parmi... 2. Alors, Moins 2. Comment ça, moins 2? Parmi Parmi les maires, Audrey, il y a Milan. Non, personne m'a soufflé la réponse. Non, personne. Non, c'est Céline qui l'a eu. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, t'as 4 points, moins 2. Moins la réponse de Nabil et moins la réponse. Mais calme-toi, Audrey. Je la croyais journaliste, elle est dans les maths en fait. Je lui accorde la victoire. Attends, oui. Ah, mais elle a presque gagné, absolument. Je rêve. S'il marque un point, il est premier. Alors,
attention, je précise quand même, c'est important, parmi les maires qui la soutiennent, il y a le maire de Milan, de Oslo, de Liège, de Lausanne, de Bruxelles, de Varsovie aussi, qui soutiennent Madame la maire Anne Hidalgo. Ouais, mais la Suisse fait pas partie de l'Union Européenne, donc c'est 9. Et c'est moi qui ai raison. Non, bah attends, ça va, ouais. Ah bah oui. Dans quelle émission Ouais, bon, j'avoue. Donc c'est moi qui. J'avoue. Oui. Bah c'est pas un pays. Dans quelle émission? Est-ce que je peux poser ma 5e question ou c'est comment? Allez. 5e question. Ah, là, ça joue sur les mots maintenant. Dans quelle émission de télé Mila s'est-elle exprimée? Le quotidien. Le quotidien. Le quotidien. Bravo Abdeslam. Ah ouais, mais là. Victoire de Céline Boris sur le score de 4 à 1 pour Abdeslam. Bon, la seule raison pour laquelle je l'applaudis, c'est que dans tous les cas de figure, elle aurait gagné. Mais qui c'est qui est si premier? on enlève les deux réponses. Et qui c'est qui est premier là? Abdeslam, t'es plus premier c'est là. Philippe. Non, mais Philippe d'un demi-point. Voilà, il va ouais, mais il trouver est premier. encore les excuses. Bah tiens. Bravo ma Céline. Merci. Bravo Céline. Voilà, elle, tu vois, Céline a dit rien. Elle est là, tranquille, En plus, mère. On marche en scred. C'est la première. Céline, elle cache très bien son jeu. C'est la première fois qu'on croise le fer et elle vient de gagner. Elle fait la gentille comme ça, mais en fait. Ah oui, c'est vrai que ça fait des mois que faut qu'on se barre à 18h02 les gars. Bon, Ça fait des mois que je t'évite. merci Yannick. Merci beaucoup Yannick d'être venu nous voir sur France Maghreb 2. Merci ma Céline, merci ma Audrey, merci mon Abdeslam. Merci Christophe. Demain, je cède ma place pour un jour exceptionnel pour des raisons diverses à monsieur Tarek Mami qui fera évidemment fort bien le job demain pour vous accompagner et on sera du côté de Corbeil pour les municipales avec un futur maire, peut-être, je ne sais pas, qui a réussi quand même déjà d'unifier la gauche ou presque autour de lui. Ce sera Rendez-vous Bruno demain. Piriou avec Bruno le printemps de Piriou. Corbeil. Le printemps de Corbeil-Essonnes, absolument. Dans un instant, c'est DJ Nabil pour vous accompagner sur France Maghreb 2. Et à demain. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb